Donc, on considère ici l'exemple d'un produit fini A qui, pour l'obtenir, en fait, on utilise juste uniquement deux fournitures de l'article, deux unités de l'article B. Dans cette nomenclature, on spécifie un produit fini A qui, lui, se compose uniquement de deux pièces, de deux unités de la fourniture B. Donc, ce qu'on cherche à faire dans cet exemple, c'est élaborer la planification de besoins en matière pour l'article A et la fourniture nécessaire pour sa fabrication en termes de fourniture B. On dispose pour cela d'un PDP qui nous indique pour le produit fini les quantités qu'on a planifié de produire. Ça veut dire que dans ce PDP-là, on nous spécifie qu'on a décidé déjà de produire 30 unités à la semaine 4 et 80 unités à la semaine 5. Il faut comprendre que ces quantités-là ont été décidées au niveau tactique et c'est les quantités, c'est la semaine 4 et la semaine 5 représentent les dates auxquelles on devrait livrer les articles produits finis à fini. On dispose également des données suivantes. Donc, pour chaque article, qu'il soit produit fini ou fourniture, on nous indique le stock initial à la semaine t égale à 0. On nous indique également le délai soit d'assemblage, soit d'achat. Donc là, le délai représente le délai nécessaire pour l'obtention de l'article à partir du niveau inférieur. Plus spécifiquement, pour l'article A par exemple, la semaine ici représente les délais d'assemblage. Ça veut dire que si on dispose suffisamment de fournitures, il nous faut une semaine pour pouvoir obtenir l'article fini assemblé. Alors que là, le 2 ici représente un délai d'achat pour l'article B. Ça veut dire que si on passe maintenant une commande d'achat, il nous faut attendre 2 semaines avant l'arrivée physique des articles au niveau des entrepôts. Et donc les délais là représentent pour l'article A le produit fini, le délai d'assemblage, et pour l'article B représente le délai d'achat. Maintenant, la taille du lot ici représente ce qu'on appellera la quantité économique. Et donc, comme on le détaillera plus tard dans l'exemple, si jamais on aura besoin d'assembler une certaine quantité de A pour arriver à répondre à la demande exprimée au niveau du PDP, on nous indique dans cet exemple-là que on ne peut le faire que par série de 100. Ça veut dire que pour l'article A, si on a besoin d'assembler une certaine quantité de A, la quantité qu'on va assembler devra être toujours un multiple de la quantité de 100. Il existe d'autres règles possibles. On va commencer avec celle-ci et on détaillera les autres au niveau de l'exemple lui-même. Pareil pour l'article B, la quantité de lot économique de 150 ici indique que si on cherche à passer une commande d'achat pour l'article B, on ne peut le faire que par multiple de 150 unités. Et donc le 150 ici, ça représente la taille du lot. Bien entendu, pour le calcul de la taille du lot, c'est un problème séparé, mais ça va prendre en compte pour les ordres de fabrication et les ordres de lancement, ça prend en compte les temps de changement de série, les temps de réglage, ça veut dire les coûts fixes associés à chaque fois au changement de la référence ou de l'article. Et donc pour amortir ces coûts fixes-là, il faut garantir au moins qu'une quantité minimale de l'article soit assemblée ou fabriquée, et en l'occurrence, ça ouvre directement sur la quantité économique. Pour les quantités approvisionnées, ça s'apparente avec la quantité économique qu'on étudie couramment en termes d'approvisionnement. En l'occurrence, ça peut, dans certains cas, représenter la quantité donnée par la formule de Wilson si les hypothèses sont applicables au cas étudié. Pour l'instant, pour nous, le 100 et le 150, ce sont des données et ça représente les quantités avec lesquelles on pourra soit assembler l'article A, soit acheter la fourniture B. Pareil ici, on nous indique une réception prévue pour l'article B. Donc on nous dit que on prévoit la réception de 10 unités de l'article B pour la semaine 4. Ça veut dire que lors des précédentes PBM qu'on a élaborées, lors de la planification besoin matière qu'on a élaborée antérieurement, on a déjà décidé et passé l'ordre d'achat. Et donc on prévoit l'arrivée de 10 unités de l'article B durant la semaine 4. Donc il faut voir cette quantité de 10 là comme étant une quantité qui va alimenter le stock. Mais elle ne va apparaître physiquement au niveau des entrepôts que lorsqu'on atteindra la semaine 4.
Voilà. Donc, on va commencer maintenant par élaborer la planification de besoins matière. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que pour déjà déterminer les besoins d'achat pour l'article B, il faut bien entendu déterminer d'abord les besoins d'assemblage de l'article A. C'est pour cela que lorsqu'on va procéder au calcul des besoins matière, on va toujours commencer par les articles de niveau 0 qui, eux, vont déterminer le besoin brut des articles de niveau inférieur, etc. Donc à chaque fois, on procède au calcul des besoins matière niveau par niveau et on ne passe au niveau suivant que lorsqu'on a terminé tous les articles du niveau supérieur. Parce que dans certains cas, le B peut être utilisé pour fabriquer plusieurs articles en même temps. Et donc là, on ne peut déterminer le besoin de cet article-là, le B, que lorsqu'on a déterminé déjà les besoins d'assemblage de tous les articles qui les utilisent. Voilà. Donc on va commencer bien entendu maintenant par élaborer la grille de besoins matière pour l'article A. Donc là, pour l'exemple, pour l'article A, on va maintenant commencer par déterminer les besoins bruts de cet article, qui eux, en fonction du stock, vont déterminer les besoins nets. Et à partir de là, on va déterminer à quelle date on devra lancer les lots d'assemblage, etc. Donc pour notre cas ici, le besoin brut pour l'article A dérive directement du PDP. C'est-à-dire que le besoin brut pour l'article A, c'est tout simplement les quantités dont on a besoin qui sont spécifiées au niveau du PDP. Donc dans cet exemple-là, on a besoin de 30 unités à la semaine 4 et de 80 unités à la semaine 5. Il suffit donc de reporter ces quantités dans la ligne besoin brut. Maintenant, pour nous, ça veut dire que on nous demande de fournir 30 unités finies de l'article A à la semaine 4 et 80 unités finies de l'article A à la semaine 5. Maintenant, ce qui va déterminer les quantités qu'on va réellement lancer au niveau des assemblages dépendra des stocks dont on dispose. Et dans cet exemple-là, on nous dit que le stock de l'article A, il est de 40. Donc, lorsqu'on a commencé, à la semaine t égale 0, on a 40 unités dans le stock. Donc, les 40 là vont continuer à se trouver au niveau du stock jusqu'à la troisième semaine. Maintenant, on peut remarquer que la troisième semaine, on a 40 unités. On nous demande 30 unités à la quatrième semaine. Est-ce que le stock est suffisant pour couvrir ce besoin brut ou pas? Oui. Et donc, ça fait en sorte qu'on va fournir les 30 unités à partir de stock, ce qui nous laisse un stock de 10 unités. Voilà. Maintenant, on a 10 unités à la fin de la semaine 4. La question qui se pose, est-ce que ces 10 unités-là sont suffisantes pour couvrir le besoin de la cinquième semaine? Il se trouve que non, en fait. On nous demande 80 unités à la cinquième semaine, on ne dispose uniquement que de 10. Cela veut dire qu'on a un certain manque. Ce manque-là, c'est justement le besoin net. Ça veut dire que maintenant, pour arriver à répondre aux besoins de 80, il est clair qu'il nous manque combien? Eh bien, il nous manque 80 moins 10, ce qui fait 70. Donc là, le 70, c'est le besoin net, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a dit que, tout à l'heure que finalement, le besoin net, c'est tout simplement la correction de besoins bruts par les stocks. Et donc là, on a 10 au niveau de la quatrième semaine, on nous demande 80 à la cinquième semaine, ce qui fait en sorte qu'il nous manque 70. Le besoin net, vraiment, pour arriver à combler cette demande-là, on a besoin en net de 70 unités. Bien. Maintenant, la question qui se pose, le 70 qui est inscrit là, ça veut dire qu'à la cinquième semaine, on a besoin d'assembler 70 unités. Ça, c'est le besoin net. Maintenant, la question qui se pose, il faut combien de pièces, il nous faut assembler combien de pièces réellement au niveau des ateliers. Donc, pour répondre à la question maintenant, on pourrait dire, écoutez, vous avez besoin de 70, vous pouvez assembler 70. Et c'est justement là que la règle de passage entre le besoin net et la réception planifiée qui va intervenir. Et donc, on revient ici en disant qu'on nous a dit, écoutez, en fait, pour l'article A, il faut procéder à l'assemblage par série de 100. Ça veut dire qu'il vous dit à chaque fois que vous avez besoin d'assembler l'article A, vous le faites en procédant à un multiple de série de 100. Donc vous assemblez soit 100, 200, 300, etc. Donc là, pour cette question-là, c'est la taille du lot économique. Et donc pour cet exemple-là, j'ai besoin de 70. Cela veut dire que je vais lancer un ordre d'assemblage pour 100 unités. Donc le 100 là provient du fait que j'ai besoin de 70 et qu'on nous a imposé une quantité économique de 100
pour amortir le coût de changement de série ou le coût de réglage, on nous dit, écoutez, en fait, il faut toujours produire par multiple de 100. C'est la quantité économique dans ce cas. Bien. Maintenant, le besoin net, il est de 70. Nous, on a décidé de réceptionner, donc ça c'est le sens, c'est la réception prévue, ça veut dire que planifier. Donc on nous dit que là on a décidé à ce niveau que à la 5e semaine, on va recevoir 100 unités. Donc les 100 là sont supposés déjà être assemblés. Et donc si on dispose de 100 et que le besoin net il est de 70, cela veut dire qu'on va avoir à la fin de la semaine 5 en stock 30 unités. Les 30 donc c'est quoi? C'est 100 unités qu'on a réceptionnées, moins 70 unités qui représentent le besoin net à avoir. Donc ça fait 100 moins 70 égale à 30. Une autre manière d'obtenir le 30, c'est de dire que pour la semaine 5, on a déjà 10 en stock à partir de la semaine 4. On a planifié la réception de 100 unités, donc ce qu'il faut 110 unités. Et à partir de 110 unités là, on va alimenter un besoin de 80. Donc ce qui fait 110 moins 80, qui va faire un 30. Donc voilà. Maintenant le 30, puisqu'on n'a plus de besoin maintenant dans ce schéma-là, va demeurer. Je reviens maintenant à ce 100. Le 100 représente quoi? Les 100 unités représentent la quantité finie et assemblée à la semaine 5. La question qui se pose maintenant, à quel moment je dois commencer l'assemblage de cette quantité pour l'avoir fini à la semaine 5. Et là, c'est là que intervient le délai. En fait, on a dit que pour l'article A, on a un délai d'une semaine. Ça veut dire que pour assembler une certaine quantité, il vous faut une semaine. Et donc là, pour pouvoir avoir les 100 unités finies à la semaine 5, on doit commencer leur assemblage à la semaine 4. Donc ça va faire juste un décalage d'une semaine entre 4 et 5. Donc pour reprendre le schéma ici, ce qu'on a décidé ici, c'est de lancer, là c'est la date de lancement de l'ordre d'assemblage. On a décidé de lancer l'assemblage de 100 unités à la semaine 4. Ces unités devraient être prêtes à la semaine 5 pour combler le besoin net qui est apparu à la semaine 5. Et donc, en gros, on a répondu à la question quand et combien. Ça veut dire que là, pour répondre aux besoins de 30 unités à la semaine 4 et 80 unités à la semaine 5, tenant compte du fait qu'on a 40 unités dans le stock, on a finalement arrivé à la décision de lancer 100 unités assemblage à la semaine 4. Donc là, on a répondu à la question quand et combien. On va assembler 100 unités. On va commencer leur assemblage à la semaine 4. Donc les 100 là représentent la date du début d'assemblage. Le 100 là représente la date à laquelle on va recevoir cette quantité assemblée pour combler le besoin net qui est apparu. Donc, pour reprendre un petit peu, on commence par déterminer le besoin brut qui, pour les produits finis, émane directement du PDP. Ces besoins bruts-là sont corrigés par les stocks. Si le stock existant suffit pour combler le besoin brut, alors on fait juste une alimentation, une sortie de stock. Si le stock existant ne suffit pas pour combler le besoin brut, là, ça va faire apparaître un besoin net. Ce besoin net-là va provoquer une réception planifiée. Donc, à chaque fois qu'on a un besoin net, ça va nécessiter la programmation d'une réception planifiée. Donc, juste pour insister, le 100 là représente une quantité déjà assemblée et finie. Ça, c'est la date de livraison de votre quantité assemblée. Donc là, si on a décidé par exemple de recevoir 100 unités à la semaine 5, cela veut dire qu'on devra commencer l'assemblage à la semaine 4. Et donc finalement, en tout et pour tout, ça représente la ligne du PBM. Donc cette ligne-là représente quand est-ce qu'on va assembler et combien est-ce qu'on va assembler. Donc pour résumer, ça c'est une entrée ça c'est l'une des entrées c'est une donnée d'entrée. Celle-là également c'est une donnée d'entrée. Le stock initial, je parle. Là c'est une conséquence. Et là c'est justement la sortie du système, la réponse. Donc notre réponse à la question, les réponses en fait aux questions, quand et combien, finalement on a décidé dans cet exemple de lancer
100 unités d'assemblage. On va lancer l'assemblage de 100 unités de l'article A à la semaine 4. Ça va finir par répondre aux besoins de 30 et 80 et nous avons aussi en stock 30 unités. Bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a décidé de lancer l'assemblage de 100 unités à la semaine 4, cela suppose que à la semaine 4, on dispose de suffisamment d'articles B pour pouvoir le faire. Donc, lorsqu'on a fait le décalage d'une semaine ici, le décalage ne tient compte que de la semaine d'assemblage. Ça veut dire que à la semaine 4, pour pouvoir lancer cet ordre d'assemblage-là, on doit disposer de suffisamment d'articles B pour pouvoir entamer cette, cette opération d'assemblage-là. Et c'est ainsi que finalement ce lancement planifié-là va constituer le besoin brut de l'article B, qui est l'article du niveau inférieur. Donc ce qui va déterminer le besoin brut de l'article B maintenant, c'est finalement la quantité qu'on a décidé de lancer. En l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est la quantité de 100. On passe maintenant à l'élaboration de la grille de la planification besoin matière pour l'article B. Donc pour l'article B maintenant, ce qui va constituer, on a dit, le besoin brut de cet article, c'est finalement la quantité qu'on a décidé d'assembler pour l'article A. On rappelle ici, on a décidé juste de commencer l'assemblage, de lancer l'assemblage de 100 unités de l'article A à la semaine 4. Dans la nomenclature, on nous indique que pour une pièce finie de A, il nous faut 2 pièces de B. Et donc pour pouvoir assembler les 100 unités là, pièce finie de A, on doit disposer de 200 unités de l'article B. Donc à la semaine 4, ça va faire 200 unités. Donc les 200 là représentent ici un besoin brut. Cela veut dire que je dois disposer de 200 unités de l'article B à la semaine 4 pour pouvoir commencer l'assemblage de l'article A. Maintenant, ce besoin brut-là sera corrigé pareil comme on l'a fait tout à l'heure avec le stock pour voir si on va avoir finalement besoin, si un besoin net va apparaître ou pas. Je rappelle ici que pour l'article B, on nous indique une réception prévue de 10 unités pour la semaine 4. Ça veut dire que au niveau de la semaine 4, on planifie, c'est déjà prévu, que 10 unités arriveront dans le stock. Donc il faut voir ce 10-là comme étant une alimentation du stock. D'où est-ce que ça provient? Ça provient déjà d'une planification, d'une ancienne planification, d'un ancien ordre d'achat qui a été passé. Et finalement, on va concevoir ça comme étant une entrée de stock. Voilà. Donc ça, c'est une entrée de stock. Ça, c'est un besoin à satisfaire. C'est le besoin brut. Je rappelle que le stock, dans cet exemple-là, le stock initial de l'article B, il est de 30 unités. Et donc là, ça va faire ici 30. On va essayer de procéder de la même manière qu'on a fait avec l'article A. Ça veut dire que si le stock existant suffit pour combler le besoin, on fait une simple sortie de stock. Si le stock existant ne suffit pas pour couvrir le besoin brut, on procède, ça va déterminer un besoin net et ce besoin net-là va provoquer derrière un ordre d'assemblage pour A ou dans ce cas-là pour le B, ça sera un ordre d'achat. Donc le 30 ne bouge pas parce que pour les semaines 2 et 3, on n'a pas d'entrée ou de sortie de stock. Maintenant pour la semaine 4, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la semaine 3, on a déjà 30 unités dans le stock. On prévoit qu'il y a 10 unités qui vont arriver à alimenter le stock, donc on dispose finalement de 30 plus 10, ça va faire 40. Et donc avec les 40 qu'on a entre la main, à la semaine 4 je parle, est-ce que c'est suffisant pour combler le besoin ou pas? Dans ce cas, non en fait. Et donc, on a besoin de 200 et on dispose uniquement de 40, ce qui fait un besoin net de 160. Donc le 160 pour nous, là, ça représente le besoin net. Ça veut dire la quantité que je dois avoir déjà pour arriver à combler le besoin brut qui est de 200. Comme tout à l'heure maintenant, le 160, je dois l'acheter. Donc c'est une quantité dont je ne dispose pas au niveau des entrepôts et je dois l'acheter. Donc le 160 va provoquer derrière lui une commande d'achat, une demande d'achat. Dans cet exemple, il nous indique que finalement,
la taille du lot pour l'article B, elle est de 150. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de commander l'article B, d'acheter l'article B, vous devez le faire en multiple de 150. Et dans ce cas, pour avoir les 160, on devra commander 2 fois 150, ça va faire 300. Bien sûr, ce n'est pas l'unique manière de faire, hein. Dans d'autres exemples, on peut vous dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de commander comme multiple de 150 et tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas faire deux commandes en même semaine. Et donc là, il faut échelonner les 150. Une commande de 150 sur la troisième semaine et une sur la quatrième semaine. Mais c'est au cas par cas. Pour récapituler maintenant, il faut faire court. Dans cet exemple-là, on a besoin de 160. La quantité économique, elle est de 150. Donc, pour arriver à combler ce besoin-là, je dois commander 2 fois 150. Et dans cet exemple-ci, on a décidé finalement ici de recevoir, c'est une date de réception. Donc là, on décide de recevoir une quantité de 300 à la semaine 4. Donc on suppose que cette quantité est déjà aux entrepôts. Maintenant, pour l'avoir à la semaine 4, le délai ici nous indique 2 semaines. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on passe une commande d'achat, on doit attendre 2 semaines avant de la recevoir. Ça veut dire que maintenant, pour avoir la quantité de 300 à la semaine 4, on doit lancer la demande d'achat à la semaine 2. Donc, les 200 ici représentent la date à laquelle je vais lancer la commande d'achat. 300 là, je m'excuse. Les 300 là représentent la date à laquelle je vais recevoir cette quantité. Une fois que je la reçois, en fait, ça va permettre d'alimenter le besoin net. Maintenant, qu'est-ce qui va rester en stock ici? En fait, ce qui va rester, c'est que c'est 300 moins 160, ce qui va faire 140. Ou alors, on peut faire autrement, c'est 300 que vous avez reçu à la semaine 4, plus les 30 existants de la semaine précédente, plus les 10 que vous avez prévu d'avoir à la semaine 4, donc ça va être 340, moins 200, ça va faire 140. Donc, voici les deux manières de calculer maintenant. Donc ça va continuer ainsi. Donc pour reprendre les calculs maintenant un petit peu de stock et l'évolution des stocks et des besoins nets. Donc vous avez compris maintenant qu'il y a deux éléments distincts. D'abord, dès qu'on élabore le besoin brut, on va corriger le besoin brut par les stocks pour avoir un besoin net. Donc l'une des deux. Soit que le stock est suffisant pour, comme par exemple, comme l'exemple de l'article A ici, soit que le stock est suffisant pour combler le besoin qui apparaît, le besoin brut, et dans ce cas, on a juste une simple sortie de stock. Soit que le stock ne suffit pas pour combler le besoin, et dans ce cas, ça va provoquer, ça va faire apparaître un besoin net. Et à chaque fois qu'on a un besoin net, on va planifier une réception. Et ensuite, à partir de cette réception planifiée, on va planifier un lancement. Que ce soit un lancement d'achat ou un lancement de fabrication ou un lancement d'assemblage. Et donc, il y a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est comment est-ce qu'on va calculer le stock. Et on a compris maintenant que le stock, il y a deux formules possibles. Soit le stock est suffisant, donc c'est une simple sortie. Soit quand le stock n'est pas suffisant, et dans ce cas, on va prendre en compte la quantité de réception planifiée. Et la deuxième question, c'est comment finalement décider de la quantité à réceptionner. Si un besoin net apparaît, 70 par exemple là, comment est-ce qu'on va décider la quantité à faire apparaître? Donc on va prendre les deux problèmes à part. Donc le premier problème maintenant, pour le calcul des stocks, ce qu'on va faire c'est la chose suivante. Donc on va distinguer deux cas en fait. Si pour le calcul du stock à la semaine T, donc là on a deux formules possibles. Donc vous êtes là à une semaine T, je suppose. Vous voulez calculer le stock de cette semaine-là. Donc le stock de cette semaine, comme on l'a dit dans l'exemple, va dépendre d'autres choses. Donc si le stock de la période précédente, si le stock de la semaine précédente est supérieur au besoin brut. Donc c'est comme l'exemple de l'article A pour la semaine 3 et 4. Ça veut dire que le stock que vous avez dans la semaine 3 est suffisant pour combler le besoin brut qui est apparu à la semaine 4. Et dans ce cas, tout ce qu'on va faire, c'est juste une simple sortie de stock. Donc dans ce cas, en fait, le stock
Le stock à la semaine T, c'est tout simplement le stock à la semaine T moins 1, moins le besoin brut qui apparaît. C'est juste une simple sortie de stock. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque le stock est inférieur au besoin brut. Ça veut dire que finalement, ce que vous avez en stock, comme par exemple pour l'article B ici, ce que vous avez en stock ici n'est pas suffisant pour combler le besoin brut. Et dans ce cas, ça va faire apparaître un besoin net. Donc dans ce cas, le besoin net, c'est quoi? Le besoin net, c'est tout simplement le besoin brut moins le stock de la période précédente. Maintenant, si vous avez exprimé un besoin net, ça va derrière provoquer une réception planifiée. Comme dans cet exemple-là, un besoin net de 160 est apparu, ça a provoqué une réception planifiée. Donc le stock, c'est quoi finalement? C'est la réception que vous avez programmée, moins le besoin net qui est apparu. Donc dans ce cas également, le stock de la période T, c'est tout simplement la réception planifiée à la période T, moins le besoin net qui est apparu. Donc de cette manière-là, vous allez obtenir votre stock. Pour corriger ces formules-là, il faut juste tenir compte du fait que parfois on a des réceptions prévues. Et donc il faut comptabiliser ces réceptions prévues-là comme étant une alimentation du stock. Donc finalement le stock de la période T va également inclure éventuellement les quantités prévues de la semaine, des semaines dans lesquelles ils vont apparaître. Alors maintenant, et pour récapituler en fait les formules, deux cas de figure se présentent. Donc le premier cas de figure, c'est lorsque si le stock de la période précédente plus les réceptions prévues que vous avez fait à la période T. Donc ça, c'est la quantité dont on dispose de la semaine T-1, plus ce qu'on a prévu d'avoir à la semaine T. Donc ça, c'est la quantité dont on dispose. Si cette quantité-là, elle est supérieure ou égale au besoin brut qui est apparu, dans ce cas, c'est simple en fait. Le stock de la période T, c'est tout simplement la soustraction de ce qu'on a entre la main, ce qu'on a sous la main, moins le besoin brut qui est alimenté. Donc ça va vers ST-1 plus RU de T, le stock de la période précédente plus la réception prévue pour la période en cours, moins le besoin brut qui est apparu. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque le stock de la période précédente plus la réception prévue pour la période T soit inférieur au besoin brut. Et dans ce cas, il va y avoir un besoin net qui va apparaître. Donc le besoin net, c'est tout simplement le manque. Donc ça sera le besoin brut moins, entre parenthèses, ST-1 plus RU de T. Et le stock de la période T sera tout simplement ce que vous avez réceptionné, ce que vous avez planifié comme réception. Donc ça sera les réceptions planifiées à la période T, moins le besoin net qui est apparu. Donc une autre manière de voir la chose, c'est de dire, écoutez, le stock à la période T, c'est ce qu'on a planifié de recevoir, plus le stock de la période précédente, plus la réception prévue de la période T, tout ça, moins le besoin brut qui apparaît. Donc les deux formules sont équivalentes. Ça rappelle les deux manières avec lesquelles on a traité la chose. Ça, c'est pour l'évolution du stock. Ça, c'est pour les formules qui régissent l'évolution du stock et l'apparition des besoins nets. La deuxième chose maintenant que j'aimerais discuter, c'est le deuxième élément à discuter maintenant concerne la règle de passage des besoins bruts vers les réceptions planifiées. Comme on a dit dans l'exemple tout à l'heure, lorsqu'un besoin net apparaît, ça va nécessiter la programmation d'une réception planifiée. Et donc la règle qui régit le passage des besoins nets vers la réception planifiée, dans l'exemple tout à l'heure, c'était la règle de lotissement du lot économique. En fait, il existe plus de règles possibles. Particulièrement, je rappelle trois règles. La règle du lot pour lot, la règle de la quantité économique, on dit quantité économique ou lot économique, et puis la règle de la quantité minimale. Donc juste pour prendre un exemple, si on a une certaine période T,
et que dans cette période-là, il y a un besoin net qui apparaît, disons un besoin de 70, et donc ça va finalement nécessiter la planification d'une réception planifiée pour la semaine T en cours. Donc si on est dans la règle du lot pour lot, cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un besoin net qui va apparaître, on va planifier une réception qui correspond exactement à la quantité nécessitée. Ça veut dire que la réception prévue, c'est tout simplement les quantités de besoin net. Vous avez besoin de 10, vous planifiez la réception de 10. Vous avez besoin de 50, vous planifiez la réception de 50. Et dans ce cas, ça veut dire que la réception planifiée, c'est tout simplement, elle est tout simplement et à chaque fois égale à au besoin net. Donc ça, c'est la première règle, le lot pour lot. La deuxième règle qui est possible d'appliquer, c'est la règle de la quantité économique. Dans cet exemple-là, on a considéré pour l'article A que la quantité économique, elle est de 100 unités. Ça veut dire quoi 100 unités? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de planifier la réception ou de le lancement de cette quantité-là, de cet article-là, vous allez toujours le faire par multiple de 100. Vous pouvez planifier la réception de 100 unités, 200 unités, 300 unités, mais toujours un multiple de la quantité économique. Et si je reviens à cet exemple-là, si vous avez besoin de 70, vous allez planifier 100. Si vous avez besoin de 110, vous allez planifier 200, etc. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de planifier la réception d'une certaine quantité, vous devez toujours le faire par multiple de 100. Maintenant, la quantité minimale, si on va toujours se dire, par exemple, une quantité minimale de 100, là, vous êtes dans un cas où on vous dit, écoutez, si vous avez besoin d'une quantité qui soit inférieure à 100, vous devez lancer une série de 100 unités. Mais si votre besoin est supérieur à 100, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Plus particulièrement dans cet exemple, si votre besoin net est de 70, on va planifier une réception de 100 unités. Si votre besoin est de 110, vous allez planifier juste 110. Et donc, dans la quantité minimale, il vous indique une quantité en dessous de laquelle tu ne peux pas lancer la série. Mais si vous avez besoin de moins que 100, vous devez lancer obligatoirement un minimum de 100 unités. Si vous avez besoin de 100, plus que 100 unités, vous pouvez commander ce que vous voulez. Alors, les trois règles, ce n'est pas une question de choix en fait, c'est une question de contraintes techniques au niveau des ateliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit principalement d'amortir les coûts de changement de série, les coûts de réglage, qui sont généralement des coûts fixes liés aux ordres d'achat, aux ordres de fabrication et aux ordres d'assemblage. Et suivant la complexité de changement de série ou le coût qui est associé finalement au changement de série, au changement de lancement ou à l'ordre d'achat, ça va déterminer dans quelle catégorie on va se trouver. Généralement, si les coûts de lancement de série ne coûtent pas cher, ça ne prend pas beaucoup de temps ou ne coûte pas cher en termes financiers, on va appliquer la règle du lot pour lot. Donc la règle du lot pour lot, ça veut dire que finalement, on a la possibilité de fabriquer n'importe quelle quantité qu'on le veuille, aussi petite qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, et donc ça va minimiser les stocks d'une part, mais ça va faire une grande fréquence au niveau du lancement. Alors que la quantité économique elle est généralement applicable lorsque les coûts de lancement sont perceptibles. Ça veut dire que les coûts de lancement de fabrication ou les coûts d'achat, les coûts fixes liés à ces lancements-là sont assez importants, sont assez conséquents. Et ainsi, on ne peut pas les ignorer et on doit les amortir sur une quantité minimale. Et donc, dans ce cas, on procède parfois à des calculs qui s'apparentent à ceux faits dans le cadre de la formule de Wilson pour déterminer une quantité minimale qui va déterminer le lotissement avec lequel on va commander cet ordre de fabrication ou pas. La troisième catégorie est applicable lorsque, en dessous d'un certain seuil, il n'est du tout pas rentable de lancer la série, hein, si vous voulez. Donc là, pour citer juste l'exemple, on peut citer l'exemple des imprimeries. Donc, en dessous d'une certaine quantité, il ne peut pas vous fournir ce que vous voulez, mais dès que finalement il atteint un seuil critique de pièces imprimées, il peut vous donner tout ce que vous voulez en dessous de ça. Voilà, donc ça c'est pour les règles. Donc il faut comprendre que le choix de l'une ou l'autre, c'est pas une question de choix de l'une ou l'autre des catégories, c'est plutôt une position technique
au niveau des ateliers de production ou des ateliers d'assemblage, ou une contrainte financière au niveau des services d'approvisionnement qui va vous dire est-ce qu'on va faire le lot pour lot, la quantité économique ou la quantité minimale. Dans tous les cas, en fait, les cas de figure les plus fréquents sont le lot pour les articles qui ne coûtent pas cher en termes de changement de série, et la quantité minimale ou économique pour les approvisionnements et pour les articles dont la production nécessite beaucoup de temps ou des coûts fixes importants au niveau des changements. Une dernière chose, parfois, au niveau des systèmes de production, les contraintes techniques de l'article imposent une certaine taille, euh, imposée par la forme des conteneurs qui vont emporter les articles ou imposée par les fours de fabrication. C'est des contraintes techniques qui imposent la quantité économique et non pas parfois les contraintes financières.